21h à Yaoundé, c'est l'heure du panafricanisme sur Info TV. Nous allons ce soir revenir justement sur le concept, sur l'idéologie qui entoure, mais surtout se positionner, puisque véritablement il semble qu'il y aurait péril en la demeure. Le panafricanisme est-il désormais en danger ou alors en péril au vu de nombreux scandales qui justement parsèment le discours, mais surtout les parcours de ceux qui sont censés porter l'idéologie. On parle beaucoup en ce moment de panafricanisme du business. On parle même, pour rire, j'espère, de panafricanisme du vin rouge. On parle même surtout d'un panafricanisme qui est censé accompagner autres autocrates et dictateurs africains. Est-ce que le concept du panafricanisme aujourd'hui sur le continent est en danger? On va évoquer la question ce soir, justement sur Ouro Africa ou d'autres, pourrait-on le faire, puisque c'est la terre, la maison, l'heure du panafricanisme sur Info TV. Je suis avec vous, je vous reviens tout de suite. Pour nous accompagner dans cette analyse au scanner du panafricanisme à date, nous allons être en compagnie de plusieurs têtes couronnées de l'espace médiatico-politique camerounais. On va commencer par justement un enseignant syndicaliste, M. Anissé Noir, qui nous fait l'honneur de sa présence ce lundi très particulier. Bonsoir Anissé. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes compagnons, bonsoir aux milliers de téléspectateurs qui nous font l'honneur et le plaisir de nous regarder chaque fois qu'on se retrouve comme c'est le cas, ce soir pour débattre des sujets d'actualité. Merci à vous, cher Anissé Noir. Je vais, à chaque fois que je présenterai quelqu'un, lui souhaiter aussi joyeux Noël, puisqu'on n'aura plus le temps justement d'être ensemble avant cette date-là. Donc, joyeux Noël par anticipation à vous, Anissé, mais surtout à la famille noire. Merci, vous me précédez dans cet exercice-là. J'allais bien sûr le faire. Joyeux Noël à vous également et à ceux qui nous écoutent à la maison. Merci Anissé. Tout en face de vous, un autre habituel de Ouro Africa, Jean-Moïse Mbok, notre stratège en communication politique, homme politique désormais connu, mais surtout reconnu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-discutants, bonsoir aux téléspectateurs d'ici, de l'Afrique et même du monde dans sa globalité. Merci au top management qui nous fait une fois de plus la confiance d'être compté parmi votre illustre panel. Nous vous remercions pour cela, nous ne prenons rien pour acquis. Ça fait quand même beaucoup d'années que nous sommes ensemble. Nous apprenons des autres également. Je crois que c'est ce qui fait la beauté et la richesse de ce plateau, c'est que chaque intervenant a toujours quelque chose qu'il apporte pour bonifier ce que nous avons déjà. Permettez-moi pour sortir. Moi, je ne vais pas souhaiter joyeux Noël parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait à Noël. Mais bon, les Camerounais ont d'autres problèmes que ça. Je veux saluer le président Traoré, qui est pour moi l'image, l'exemple même de ce que nous avons traité ce soir. Un Africain pur, sûr et dur dans ses pratiques, dans ses méthodes et dans son engagement pour le développement de Burkina Faso, et naturellement saluer tout le peuple burkinabé qui a suivi la vague Traoré, parce que ce n'est pas que le leader, mais c'est aussi le peuple
Tout à fait. C'est les deux que je veux saluer ce soir et naturellement tous nos amis de l'Afrique de l'Ouest. Je serai panafricaniste ce soir, esprit Afrique de l'Ouest. Merci Jean-Moïse Mbok. Il y a d'autres. Pour la petite histoire, en préparant cette émission, j'ai fait le travail qui est le mien, c'est-à-dire présenter ici et là justement le thème qui va mener nos échanges. Jean-Moïse Mbok, on parle de vous. On parle de vous, le panafricain de l'Ouest, comme la révélation politique de l'année 2025 au Cameroun. Accomplissement, responsabilité, pression, poids sur les épaules. Qu'est-ce que cela vous fait lorsque désormais vous êtes reconnu comme une figure qui a su se démarquer dans vos vacarmes de la présidentielle et qui a pu imposer une ou deux idées pour un Cameroun qui se voudrait meilleur? Écoutez, c'est avec beaucoup d'humilité que je prends ce que vous posez sur la table en me disant simplement que la vie est par étapes. Et à chaque étape, il faut savoir non seulement apprendre des autres, mais apprendre aussi de l'environnement et savoir donner le meilleur de ce que la nation attend. Je suis de ceux qui pensent que le Cameroun mérite tellement mieux. Le Cameroun a tellement d'intelligence que je crois que je suis simplement un peu, si vous voulez, le repère de ce que les gens sont déjà chez eux dans les quartiers, dans les villages et tout, et qui se retrouvent simplement dans ce que j'ai vraiment par la grâce de Dieu pu mettre sur la table et exprimer. Mais on n'arrive pas là seul. Ça, je veux le reconnaître, les médias m'ont beaucoup aidé, m'ont beaucoup accompagné, parce que pour que votre parole soit entendue, il faut que vous ayez le temps de parole. Oui. Et les médias savent donner le temps de parole. Tout à fait. Maintenant, on ne dit pas ce qu'on dit au hasard, c'est aussi l'écoute des autres, c'est aussi les attentes des autres que nous expliquons sur la place publique. Donc franchement, c'est avec beaucoup d'humilité, je ne sais pas comment qualifier. Est-ce que c'est la pression? Est-ce que... Non, ça ne peut pas être un accomplissement parce que l'accomplissement, c'est quand même laisser des choses physiques. C'est pas abstrait, c'est physique. Tant que c'est pas physique, soit dans un leadership, soit dans une action, pour moi, ça reste un parcours, un processus qu'il faudrait gérer avec beaucoup d'humilité. Je reviens toujours sur l'humilité parce que c'est là quand même qu'on se dit on ne se fait pas tout seul, on se fait avec les autres. Donc, je veux saluer Timothée Somba qui a été mon principal positif adversaire parce que il faut rappeler que on choquait sur les réseaux sociaux en off, même en off et sur les plateaux, mais je le salue pourquoi? Parce que c'était très scientifique, c'était très propre, les chocs qu'on avait, et il m'a mené chaque fois à me surpasser. Ça, je ne peux pas ne pas mentionner cela. Merci. Merci. Oui, Jean de Dieu, vous également. Merci. Merci. Auteur, vous également. C'est des gens qui étaient mes coachs, mes coachs à l'externe qui tout le temps me tapaient dessus. Agent de Dieu et Vouna, puisque justement on est comme à la factory chez les Américains. Lorsque ceux qui font les téléréalités construisent des personnages. On est un peu dans ça, on construit des carrières sur Info TV. On construit des personnages, on fabrique des stars. Permettez-nous l'expression. Jean de Dieu, vous êtes une star justement de la société civile au Cameroun. Vous êtes une fois de plus avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir chers copanélistes, bonsoir Monsieur Mbarga, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Je suis encore très heureux d'être parmi nous ce soir. Sachant que nous allons là au cœur même de ce concept Euro-Africa, et je voudrais saluer ce soir un autre genre de panafricaniste sous une autre forme, une autre version, Monsieur Kwa Njodo Fabrice, expert en fiscalité, fondateur de Minkama Capital, celui-là même qui a racheté Chococam, il a ramené dans le giron nationaliste. Celui-là aussi qui est par son cabinet dans les couloirs de suivi dans deux grands pays comme la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud pour des questions de fiscalité, sans oublier qu'il a travaillé de main de maître pour ramener sur le giron national Eneo. À la fin, le service commercial vous tendra la facture. Mais merci. Merci pour la présence. Je m'avais dit bonsoir, bien que le docteur Mbok m'ait précédé sur l'exercice à Timothée Somba, qui lui aussi répond présent à l'appel. Plus besoin de présenter le directeur de publication émérite, reconnu, connu sur la scène médiatique camerounaise. Timothée, bonsoir. Bonsoir Stéphane Barga.
toute ma sympathie à nos millions de téléspectateurs, mes vœux de fraternité chaleureusement, une fois encore exprimés à mes copanélistes, dont mon bonheur est heureux de partager le plateau ce soir. Merci à vous Timothée, hôte panafricaniste. On va prendre le bord par lequel il se positionne. Jacques-Léon Sawono, vous êtes connu comme juriste, mais ce soir, vous êtes sur Ouro Africa. Vous avez votre vision et votre mot à dire sur ce concept de panafricanisme. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir aux co-discutants du soir. Bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info Télévision. C'est un plaisir d'être là. Et je souhaite évidemment joyeux Noël par anticipation à tous les Camerounais, à tous les téléspectateurs d'Info Télévision. Ils se comptent désormais en presque milliards. Je leur adresse mes vœux les meilleurs pour l'année qui s'annonce. Elle n'est plus loin. Je crois que nous la verrons ensemble. Je crois que nous y arriverons malgré les soubresauts qu'on connaît dans notre pays et tout ce qu'on connaît dans notre pays. Je crois qu'on va y arriver. Donc je suis heureux d'être là. Merci de m'associer à la réflexion de Ouro Africa de ce soir. Merci à vous, Jacques Léonce, pour la présence en ces lieux. Sans transition aucune, on va tout de suite entrer justement dans le vif des échanges. Alors, je ne vous retire pas la parole, Jacques Léonce, je commence par vous, pour justement qu'on puisse avoir les principes, les standards du panafricanisme. Lorsque vous observez la scène africaine et comment est-ce qu'elle se déploie et comment elle se met en place contre les idées impérialistes, est-ce que vous pensez que les acteurs que vous voyez justement se mouvoir aujourd'hui sont restés fidèles au logiciel, au père fondateur du panafricanisme? Le panafricanisme dans son essence a été dévoyé. Oui. Lorsqu'on regarde ce qui se présente comme panafricaniste aujourd'hui, et on a l'impression de ce que le colon a tout fait de comprendre qu'il fallait infiltrer le phénomène, il fallait infiltrer le panafricanisme pour le vider de son essence. Parce qu'en réalité, vous allez d'ailleurs en citer quelques noms tantôt, vous verrez que même au quartier, ça ne va pas faire l'unanimité. Beaucoup trouveront que, comme vous l'avez dit, certains sont des panafricanistes du vin rouge, du ventre et de la panse. Alors, comment est-ce qu'ils se caractérisent? Comment est-ce qu'ils se définissent? Ceux-là qui, selon vous, auraient dévoyé justement le concept panafricaniste de la panse, comme vous dites, du vin rouge, peut-être. Comment est-ce qu'ils se caractérisent? Comment est-ce qu'ils se présentent, justement, lorsque vous les abordez sur la question du panafricanisme? C'est évidemment ceux qui sont utilisés, comme je l'ai dit, par le colon. Oui. Vous voyez, vous avez vu, il y avait quelquefois la France organisée ce qu'ils appellent France-Afrique, avec Emmanuel Macron, il s'entraînait avec les jeunes, certains jeunes criaient sur le volet là, qui étaient censés parler pour les Africains. Il y a tout un professeur camerounais qui a été utilisé dans cette affaire-là, qui n'a pas fait l'unanimité. Et donc, c'est ce genre de panafricaniste que l'ancien colon utilise pour faire prévaloir non le panafricanisme dans son essence, mais plutôt le néocolonialisme. En fait, c'est ça l'objectif du colon. Sur la marchandise. Effectivement. C'est ça le problème. Voilà pourquoi on a tout fait de les qualifier de panafricanistes, du vin rouge, du ventre et de la panse. Parce qu'en réalité, ils ne parlent pas pour l'unité de l'Afrique. Ils ne pensent pas pour l'Afrique. Parce qu'en réalité, ils sont envoyés par le colon pour essayer d'infiltrer le phénomène. Parce que le colon sait très bien que l'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Oui. L'avenir du monde se joue en Afrique. Et donc, les idées comme le panafricanisme devraient être tuées dans l'œuf pour ne pas voir l'Afrique émerger. Parce que lorsque vous voyez le panafricanisme dans son essence, l'Afrique ne serait pas aujourd'hui aussi divisée qu'elle est. Si on avait épousé la logique du panafricanisme dans son essence. L'Afrique aujourd'hui ne parle pas d'une même voix, par exemple. Si déjà seulement en Afrique centrale, on n'arrive pas à parler d'une même voix. Les Camerounais se font chasser de la Guinée équatoriale chaque jour, comme des malpropres.
c'est ça que le panafricanisme, dans son essence, voulait combattre. Que l'Afrique parle d'une même voix pour qu'en réalité, on donne un sens à cet adage qui dit que l'union fait la force. Merci Jacques Léonce. On reviendra vers vous dans quelques minutes. Timothée Somba, alors le constat, s'il n'est pas évident, semble pour le moins en puissance, monter en puissance d'un panafricanisme dévoyé qui ferait plutôt les affaires du colon d'hier, des panafricanistes très proches justement des estrades occidentales. Est-ce que vous pensez à un moment, comme Jacques Léonce, que le mouvement a été infiltré et qu'aujourd'hui on a plutôt les panafricanistes dans notre genre qui se positionnent aux côtés du colon d'hier? Bon, je voudrais que l'on dissocie les activistes des panafricanistes. Parce qu'aujourd'hui, on a davantage des activistes qui se servent de l'idéologie panafricaniste pour atteindre des objectifs qui ne sont pas toujours des objectifs clairs. Le panafricanisme, c'est quoi? Le panafricanisme, c'est l'idée d'une solidarité africaine, intra-africaine, qui repose sur la souveraineté totale de l'Afrique et qui permet à l'Afrique de s'autonomiser afin de parler d'égal à égal avec l'Occident. Est-ce que ce panafricanisme-là a été dévoyé? Je ne pense pas. Le panafricanisme n'a pas été dévoyé. Il y a encore sur l'estrade africaine des acteurs qui sont restés fidèles à ce logiciel, à ce concept. Selon vous? Toute l'Afrique est restée fidèle au panafricanisme. Toute l'Afrique? Oui. L'idée panafricaine, que certains ont qualifiée de panafricanisme romantique ou idéal, est restée. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est au niveau de la méthode. Parce que il y a ce qu'on appelle le panafricanisme des sommets, qui se gère entre les chefs d'État. Et voyez-vous, entre les États, il n'y a pas de brutalisme. C'est ce défaut de brutalisme qui fait que lors des grands sommets, les chefs d'État vont aborder certaines questions, non pas de façon frontale, mais de façon subtile, en respectant les codes de la diplomatie, en respectant l'élégance de la parole publique, que certains qualifient même souvent d'hypocrisie internationale. Sauf que tout à côté, il y a une nouvelle génération de panafricanistes qui ne veut plus s'embarrasser des discours, qui veut des actes. Parce que nous estimons, et j'en fais partie, que nous avons été trahis par des institutions censées promouvoir le panafricanisme à l'instar de l'Union africaine, qui se permet pour une affaire de 2 milliards de francs CFA de traîner le nom du Cameroun dans la boue. Le Cameroun aurait pu payer aussi. Le Cameroun, est-ce que vous pensez que c'était prioritaire pour le Cameroun de payer des fonctionnaires de l'Union africaine qui techniquement ne nous servent à rien? Quel est l'impact de l'Union africaine sur le devenir de l'Afrique? On peut se poser cette... On peut se... Non, on ne si sort c'est pas. autant inutile, on sort. On ne sort pas comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas de Camerounais fonctionnaires à l'Union africaine? Il y en a. Et si c'est autant inutile, pourquoi on n'en sort pas? Moi, je ne vous ai pas coupé. Il faut savoir une chose. Aujourd'hui, la grande organisation africaine a échoué. L'Union africaine, succédanée de l'Organisation de l'Unité africaine, est un flop. Voilà donc là où il y a eu infiltration. Qui finance l'Union africaine? C'est l'Union européenne, c'est la Chine, c'est les États-Unis avant le retrait de Trump. Et c'est la raison pour laquelle le panafricanisme, tel que souhaité à la base, ne se cause pas là-bas. Là-bas, ils parlent d'autre chose. Ils vont vous parler de démocratie, ils vont vous parler des libertés, ils vont vous parler des questions du genre. C'est-à-dire le logiciel occidentalo-centré et non pas le logiciel afro-centré. Est-ce que vous avez déjà entendu l'Union africaine se mettre vent debout contre l'homosexualité un jour? Jamais. C'est un problème. Est-ce que vous avez entendu l'Union africaine un jour inciter les populations à consommer africain, inciter les dirigeants à limiter les barrières douanières, inciter les dirigeants africains à prôner la libre circulation des personnes et des biens? Là-bas, on ne parle pas de l'Afrique.
Or, le panafricanisme de rupture, qui est incarné par des gens comme Traoré, est un panafricanisme d'action. Il ouvre les frontières. Venez au Burkina Faso, venez investir. Il brise les tabous. Il a commencé par des éléments factuels. Il dit, les toges des universitaires ne seront plus les toges occidentales. C'est un symbole fort. Il dit, les tenues de classe ne seront plus les tenues de classe occidentales. C'est le pain burkinabé. Au premier abord, Les tenues des magistrats aussi. les tenues des magistrats et autres. Tout à fait. Au premier abord, on a l'impression que ce sont des éléments anodins. Périphériques. Et pourtant, ce sont les éléments qui construisent la mentalité. Parce que le panafricanisme aujourd'hui a un regain de vitalité du point de vue idéal. Le vent des renationalisations est en cours. La montée en puissance des revendications souverainistes, autonomistes, chez la jeunesse. Curieusement, chez une jeunesse qui n'a même pas connu la colonisation et l'esclavage. Il y a donc ce vent. Mais la méthode, on va au panafricanisme avec quelle méthode? Et c'est là où on interroge les dirigeants africains. Merci, Parce Timothée. qu'on a l'impression que en dehors de l'AES, qui brise les tabous, qui est iconoclaste, on a l'impression que l'establishment de 1960 est encore dans le soft power, et un soft power même biaisé. Parce que qu'est-ce qui coûte au Cameroun tout de suite de dire aussi on va faire les touches en peau de panthère de camp ou en dope? Il faut commencer par ces symboles pour travailler l'esprit. Merci Timothée et Somba. Alors, Jean-Dieu Vouna, est-ce que le loup serait dans la bergerie? Est-ce que la maison panafricaniste serait remplie de faux prophètes qui jouent plutôt le jeu du colon en se déguisant comme protecteur du concept panafricain? Monsieur Mbarga, permettez-moi de vous rappeler que cette année, j'ai commis une tribune qui était intitulée « L'entorse au panafricanisme ». Et je voudrais, en peu de jeu, dire que mon regard n'est pas focalisé sur ce que vous appelez les faux prophètes, mais beaucoup plus de reclasser ce que j'appelle le néo-panafricanisme. Parce que le panafricanisme est une idéologie civilisationnelle qui a été léguée comme héritage par des pères fondateurs que nous connaissons tous. Et à un moment, comme dans toutes les idéologies, elle a sombré à cause des adversités de l'impérialisme et du colonialisme et du néocolonialisme qui ont fait tout de tordre cette idéologie. Mais quand nous jetons un regard, depuis 2010, le néo-panafricanisme sort de ses cendres à partir du Cameroun, par la voie médiatique. Parce qu'il faut le dire sans embâche que ce qui se passe dans l'AES est le vent qui commence à souffler à partir du Cameroun en 2009-2010 par l'ouverture médiatique et un discours public et avec un narratif et une propagande, mais parce que toutes les idéologies ont un narratif, ont des propagandistes, parce qu'il ne faut pas croire ici que ont même des activistes. Il faut qu'on sache de quoi nous parlons. Nous parlons d'une idéologie civilisationnelle. Et dans cette idéologie, il y a tout. Il ne faut pas rejeter une partie. Il faut voir le problème autrement. Toutes les idéologies ont des propagandistes. Toutes les idéologies ont des activistes. Toutes les idéologies ont un narratif. Et tout dépend donc du concept dans lequel nous sommes. Alors nous partons donc en 2010 avec ce vent par l'ouverture des médias qui commence à tenir un discours face à un narratif, face à l'impérialisme. Lorsque l'Afrique est attaquée de manière frontale à partir de la Libye, la Côte d'Ivoire, voilà la révolte, la colère est dans les cœurs des Africains et le Cameroun ouvre le bal où on ouvre les médias et des hommes des médias comme vous et d'autres montent sur la scène, des panélistes prennent le courage à main et tiennent un narratif panafricaniste, d'où le vent que nous connaissons aujourd'hui. Oui. Il faut resituer la chose. Mais maintenant, quand vous convoquez les questions de faux prophètes, dans toutes les idéologies, il y a un bord où les gens veulent en profiter. Il faut le... Non.
Le fascisme a connu ça, le nazisme a connu ça, le communisme a connu ça. Et autres. Il ne faut pas qu'on se dise que nous sommes dans un idéal où il n'y aura pas de profiteurs. Moi, je pense plutôt que le problème l'entorse du panafricanisme, selon mes recherches, repose ailleurs. Ailleurs, pourquoi? Parce que je dirais, comment espérer fédérer un plan civilisationnel et continental avec des entités nationales qui se veulent d'abord claniques et communautaires. Voilà le problème du panafricanisme. Comment comprendre que 3 nations ont demandé à l'UNESCO de reconnaître une valeur culturelle qui est par exemple comme le Mvet. Mais en interne, des gens se mettent à discuter, disent que non, le Mvet est gabonais, il n'est pas congolais, il n'est pas camerounais, il est plutôt... Voilà l'entorse, des points d'entorse du panafricanisme, où les communautés ne s'acceptent pas. Comment comprendre que ceux qui possèdent des capitaux et des moyens de production, des richesses, s'effacent d'abord devant la tribu au détriment de la République ou alors du continent? Nous avons carrément des hommes d'affaires et des hommes qui se définissent comme étant de la tribu, de la communauté. Mais ils vous parlent du panafricanisme. Comment peut-on prétendre de construire un idéal continental en se définissant comme étant d'une communauté? Comment comprendre, faire devenir un continent puissant et prospère face à un monde qui se définit comme multipolaire? Et avec la géoautonomisation que nous connaissons au niveau des blocs, si nous ne parvenons pas à essayer d'unir 1,3 milliard de personnes qui, par nature, se définissent par l'ennemi, par la tribu, par la communauté, que par la République ou alors par le continent. Je vous montre là où le mal se trouve. Le mal ne se trouve pas dans ces activistes qui vont dans les palais prendre quelques billets de banque. Ça existe dans toutes les idéologies. C'est le plus visible. Non, écoutez, ça vend le panafricanisme. Ça influence ceux d'en face. Ça vend le panafricanisme. Ça vend le... Écoutez, là, pour que... Est-ce qu'on est panafricaniste on dîne au Fouquet avec un chef d'État français? Non, je ne parle pas de cela. Je parle de ceux... qui vous parle? Mais c'est je parle de ceux qui ont le vent en poupe en Afrique de l'Ouest, qui entrent dans les palais de ceux qui sont en Afrique de l'Est. Je ne crois pas qu'un panafricaniste peut aller à Paris parler du panafricanisme avec un président français. Il n'est pas panafricaniste. Je parle ici de ceux-là. Il n'est pas panafricaniste, il ne faut pas se le cacher. On ne peut pas aller défendre le panafricanisme à Paris. On le défend dans le continent, on le défend avec un narratif connu, on le défend avec un idéal collectif commun que les pères fondateurs ont laissé. Mais maintenant, l'entorse du panafricanisme, je vous le montre là où il se trouve. Les barrières communautaires, les gens qui se définissent par rapport à la tribu. Vous ne pouvez pas être panafricaniste demain. Et demain matin, vous m'entendez tenir je ne peux pas être panafricaniste sur ce plateau. Et demain matin, vous m'entendez tenir un discours sur Facebook où je dis que les États sont les super puissants. Non! Vous ne m'entendez jamais dire ce genre de choses. Parce que j'ai dépassé le cap d'être un simple individu communautaire pour devenir un instrument continental. Parce que mon discours à Info-TV ne regarde pas ma communauté ni ma république, mais regarde le continent. Merci. C'est de ça qu'il est question. Merci Jean de Dieu d'avoir justement développé, mais de n'avoir surtout pas répondu à ma question. Je m'en vais vers Jean-Moïse Mbo et je vais lui proposer la même question. Alors, est-ce que la maison panafricaine, à date, s'est remplie de faux prophètes, pour être plus explicite, de faux pasteurs qui utilisent justement le code, l'ADN panafricain, panafricaniste, pour justement tirer les marrons du feu et qui sont plutôt proches des colons d'hier. On les voit d'ailleurs monter, descendre, s'exhiber sur différentes esclaves, que ce soit dans l'Europe de l'Est, que ce soit dans l'Europe de l'Ouest, puisque le colon a le même ADN. Est-ce que la maison panafricaine aujourd'hui ne mérite pas un grand coup de fouet et que justement on mette dehors ces imposteurs qui pervertissent et travestissent l'esprit des pères fondateurs? Non, je ne pense pas. Le panafricanisme n'est pas en danger. Comme les autres ont défini, si on rentre dans ce que c'est que le panafricanisme, pour moi, le premier volet, c'est l'idéologie.
d'abord l'idéologie. Oui. L'idéologie de protection, de défense, de sécurité, mais également une stratégie pour l'émancipation de l'Afrique. Ça, on l'a dit. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet qui est un mouvement, c'est ça qui n'est pas bien compris. Et c'est parce qu'il y a une absence de mouvement qu'il y a donc des flottements, comme on peut bien constater. Alors, puisque récupérateurs. s'il vous plaît, puisque personne ne voudrait justement mettre en avant ces stars du panafricanisme, moi je vais citer les noms. Ils sont nombreux et ils se mettent en scène à longueur de direct, à longueur de coups de gueule sur Facebook, à longueur de fatwa contre X contre Y. Nathalie Yam, par exemple, la Camerounaise suisse, Oui. qui justement s'est fait appeler la dame de Sochi, qui met en avant ses amitiés avec le patron du Kremlin. Est-ce que lorsqu'on se positionne de façon aussi ostentatoire avec justement un construit qui voudrait vous rapprocher d'un leader européen contre justement un leader européen aussi qui serait de l'Ouest, est-ce qu'à ce moment, dans ce jeu d'équilibre-là, on ne perd pas un peu son âme? Non, ce qui est sûr, quand on sort du continent, se fait des amis à l'extérieur, ce n'est plus le panafricanisme. Je suis d'accord avec le Dr Evouna. Mais écoutez bien, la présence du faux ne signifie pas que le vrai n'existe plus ou n'existe pas. Non. On est obligé de constater aujourd'hui que le faux, c'est se vendre. Le faux, c'est communiquer. Le faux a un narratif. J'ai vu sur Facebook hier un Nigérian qui a réussi à vendre à un État un aéroport qui n'existe pas, 242 millions de dollars. Mais pour vous montrer comment le faux est structuré, il est élaboré et il est dangereux. Seulement, le problème, ce n'est pas l'inaction, ou alors ce n'est pas l'abondance d'action du faux, mais c'est l'inaction du vrai. C'est pour ça qu'il faut, à un moment donné, sur une plateforme comme celle-ci, redéfinir le vrai, ramener ceux qui sont vraiment panafricanistes dans le panafricanisme, de manière à ce que ceux qui se sont égarés par ignorance reviennent humblement et on continue. Je dis donc que le premier volet, le panafricanisme, c'est une attitude naturelle à tous les habitants d'un continent. Si vous allez en Europe, il y a une attitude de défense naturelle de l'Europe. Vous allez en Amérique, vous allez en Asie, c'est une attitude qui est inhérente à l'humain, qui se reconnaît dans un biotope. Pour l'Afrique donc, ça ne doit pas être vu comme une affaire purement africaine, non, c'est une attitude humaine. C'est comme vous défendez votre famille, votre papa, votre héritage, parce que il y a un sentiment d'appartenance. Et j'appartiens à cette tribu, à cette famille, à ce groupe, à ce continent pour le rendre meilleur. Donc ce sentiment, il ne peut pas être dévoyé, il ne peut pas être dilué, il ne peut pas être absent. Ne nous laissons pas embrouiller par le faux, restons sur le vrai. Maintenant on a l'idéologie qui est une idée, et je vous ai dit d'entrée, qu'il y a des blocs en Afrique. C'est-à-dire que si on ne considère pas les différents blocs, parce que quand on dit idéologie, c'est un ensemble d'idées qu'on construit pour se faire entendre et comprendre, et fédérer, amener les autres à vous suivre. L'Afrique de l'Ouest a une attitude, et tout à l'heure Timothée l'a bien dit, c'est l'action. Eux ne sont pas dans le discours. L'Afrique centrale a le discours. Si vous allez en Afrique australe également, c'est des attitudes, c'est des comportements, c'est des façons qu'il faudrait savoir mettre ensemble. Et le problème se situe donc au niveau du mouvement, de la dynamique panafricaniste qui devrait revenir une fois de plus sur l'arbre à palabres. Qu'est-ce que l'Afrique de l'Ouest propose? Qu'est-ce qu'ils mettent sur la table? Qu'est-ce que l'Afrique centrale met sur la table? Qu'est-ce que les autres mettent sur la table? Et comment on met tout ça ensemble pour créer un mouvement qui est cohérent, qui est dynamique, qui nous fait évoluer. Jean-Dieu, vous avez évoqué une dynamique qui est mise en avant justement par les hommes des médias, par quelques activistes, par quelques personnes, et qui semble justement aussi avoir un impact sur les populations. Mais ailleurs, ça produit des résultats, mais dans le giron central de l'Afrique, on a l'impression que c'est beaucoup d'immobilisme. Ou alors, comme vous le dites, la méthode est différente en fonction de l'attitude. À l'ouest de l'Afrique, c'est un peu plus rapide, un peu plus brutal. Parce que nous avons des militaires. Dans le centre, l'Afrique centrale, c'est un peu plus soft, peut-être. À la vérité. Mais est-ce que dans ce soft-là, il y a véritablement respect à la ligne originelle du panafricanisme? Non, mais Stéphane, vous savez, quand il n'y a pas de vision, il n'y a pas de contrainte. Le problème, il est là.
C'est-à-dire qu'une fois qu'on rentre dans la concertation, qu'on se dote d'une vision économique, par exemple, parce que les autres continents ne se font pas au hasard. Est-ce que ça ne vous amuse pas de voir aujourd'hui que l'Europe avoue qu'elle n'a pas d'armée? Toute l'Europe n'a pas une armée qui est capable d'affronter, par exemple, la Russie. L'Europe l'avoue, mais ne s'arrête pas là. Vous dites que il faut qu'on se concerte, il faut qu'on se rencontre et qu'on trouve les moyens de créer une armée concertée. C'est-à-dire, et vous n'avez à quoi, l'autre à quoi, l'autre à quoi. Comment on met ensemble pour devenir une armée? Parce que l'armée, c'est les hommes, c'est une base, c'est des instruments, c'est le matériel, c'est la logistique, c'est un ensemble de choses. Chacun a quelque chose qu'il faut mettre ensemble. C'est des modèles qu'il faut qu'on copie. Je dis que le panafricanisme, aujourd'hui, n'est pas dévoyé en Afrique, il est combattu. Et il est combattu parce que les gens refusent d'accepter le point de vue et la logique de l'autre, en oubliant que la logique de l'autre, en fait, c'est l'expression de ces instruments. Stéphane, quand on vient sur une table, on dit, le voisin là, il a attaqué notre petite sœur. Il y a un qui dit, portons plainte. Pourquoi? Parce qu'il est juriste. Un autre dit que mais la plainte ne nous fatiguez pas. Moi, j'ai le muscle qu'il faut. Je vais cogner la fesse ici. Qu'est-ce que les deux veulent? Ils veulent régler le problème, ils veulent la justice, mais chacun met sur la table sa méthode. Oui. C'est là que le père est intéressant parce qu'il concilie les deux. Il voit le pour et le contre et il s'est dit qu'est-ce qui va amener la justice en même temps protéger la famille. C'est ça la puissance de la concertation et c'est ça qui nous manque. C'est pour ça qu'on dit que le panafricanisme est combattu parce que les différents blocs, on a tout fait pour les isoler et tout est fait pour que les différents blocs aient l'impression qu'il faut qu'ils se développent entre eux, se constituent entre eux et puis peut-être on verra plus tard si jamais on va parler ensemble d'une même voix et c'est une erreur. Donc cette tribune nous donne l'occasion de rappeler à tous les Africains du Nord, du Sud, Austral, Central, que en face, l'Occident ne nous voit pas comme des blocs. Il nous voit comme un continent vers qui il faut aller prendre. Et passe. Et tout est fait pour disloquer ce continent jusqu'aux mauvais panafricanistes, pour les appeler ainsi. Maintenant, nous faisons quoi sur ce plateau? Nous rappelons d'abord aux populations que nous sommes un seul continent, que la Guinée équatoriale n'entre pas dans... tout à l'heure, mon frère, on a parlé de ça, où on chasse les Camerounais. Si c'est les autorités qui les chassent, que les populations comprennent que nous devons être un. Ça commence par là. Quand on est sorti de l'Afrique centrale, on va en Afrique de l'Ouest. Qu'on ait un rapport de respect et de considération. Mais que nos gouvernants entrent dans une dynamique de dialogue et de concertation, Stéphane. Parce que si ça, ce n'est pas fait, les opportunistes, les amis de l'Occident, qui ont des plateformes, qui ont des médias et qui ont un narratif, vont pouvoir l'exprimer et donner l'impression que c'est ce qu'il faut faire. Nous sommes sur ce plateau pour dire, il y a des modèles comme le Burkina Faso qu'il faut intégrer. Comment ils font ça? Pourquoi ils font ça? Quelles sont leurs forces? Quelles sont leurs faiblesses? Maintenant, comment la CEMAC peut récupérer un ensemble de choses et procéder? Là, je suis d'accord avec Timothée Somba. Il ne faut pas aller chercher de midi à 14h. Certains éléments de base peuvent déjà faire la différence. Mais il suffit d'avoir non seulement la volonté, mais une envie de se constituer en bloc pour aller vers le marché mondial qui est l'Occident et ailleurs. Merci Jean-Moïse. Beaucoup de gens sur le plateau. Monsieur Noir, modèle burkinabé, modèle qui justement semble plaire à une jeunesse africaine, mais qui semble contesté aussi par une certaine génération qui voudrait qu'on y mette de la pédale douce, qu'on y mette la manière, puisque le modèle burkinabé c'est un modèle qui naît par des coups d'État, modèle malien, modèle guinéen, où justement un militaire prend le pouvoir et tout de suite essaie de renationaliser, essaie justement de mettre un vernis africain à une gouvernance qui semble occidentalisée par sa nature. Est-ce que vous pensez que ces modèles des panafricains venus de l'Afrique de l'Ouest sont ceux qui aujourd'hui pourraient, on va mettre de gros guillemets, être une panacée pour le continent? Stéphane Baga, vous faites bien de parler des modèles. Et là, ensuite, on peut parler aussi des panafricanismes au pluriel. Je m'en voudrais si je parle de ce plateau sans même retracer l'étymologie ou alors la genèse du panafricanisme. Je crois que c'est nécessaire parce que pour comprendre
là où on va, il faut comprendre là où on vient, comme on le dit prosaïquement. Il faut dire que le panafricanisme à la base est une manifestation de la solidarité fraternelle. Et le panafricanisme ne naît pas en Afrique, ça il faut le dire. Le panafricanisme naît aux Antilles britanniques et aux États-Unis. Et en ce moment-là, c'était la solidarité fraternelle qui était mise en avant. Et on peut citer quelques noms. On peut citer Sylvester Williams, qui était un avocat londonien, qui mettait en avant la solidarité fraternelle et qui assistait, c'est-à-dire les Africains qui étaient établis en Angleterre sur les problèmes agraires. Et même en Afrique, c'est-à-dire en Rhodésie, ce qu'on appelle aujourd'hui le Mozambique, il a assisté les chefs bantous pour... Rhodésie, Zimbabwe, Mozambique. Zimbabwe, merci. Zimbabwe, permettez-moi. Et là, il mettait en avant ce que on appelle la solidarité. Et cette solidarité-là se manifestait par le fait qu'il accompagnait les populations qui étaient en difficulté pour les problèmes agraires. Vous savez que au temps de l'apartheid, il y avait les Boers qui étaient les Occidentaux qui se sont installés en Afrique et qui voulaient s'accaparer les terres des Africains. Et le Londonien, donc, Sylvester Williams, a donc assisté ces Africains-là, permettant de gagner certains procès. À côté de lui, il y a Bogart Dubois, qui est considéré comme le précurseur du panafricanisme, qui, lui, était un Américain, c'est-à-dire un afro-descendant, et qui prônait le fait que le panafricanisme devrait être considéré comme, c'est-à-dire le panafricanisme est pour l'Afrique ce qu'est le sionisme pour les Juifs, c'est-à-dire l'identité propre de l'Africain. Là, nous sommes là au 19e siècle. Et plus tard, au 20e siècle, nous sommes arrivés, le panafricanisme est donc descendu en Afrique, permettez-moi l'expression, ou alors s'est exporté en Afrique avec bien sûr le vent des libérations. Et certains panafricanistes sont nés, ou alors certains leaders sont nés qui se sont caractérisés comme des panafricanistes. On peut citer entre autres Kwame Nkrumah, etc. Sauf que l'idée panafricaniste de Kwame Nkrumah et de ces Africains-là n'est plus d'affirmer l'identité noire. L'idée panafricaniste de ces Africains-là, c'est l'union politique. C'est la raison pour laquelle Kwame Nkrumah dit l'Afrique doit s'unir, Afrique must unite. Ça veut dire que pour lui, l'Afrique est un continuum. L'Afrique n'est pas, c'est-à-dire des divisions, comme l'a laissé le colon. C'est la raison pour laquelle le panafricanisme... Est-ce que la vision idéaliste que met en avant Timothée Somba ne s'est pas exprimée à ce niveau-là? Est-ce que même en 1950, 1960, qui sont les périodes d'apogée des leaders comme Kwame Nkrumah, on pouvait véritablement, ne serait-ce que sur le caractère linguistique clivant justement des Afriques, parler d'une Afrique unie, lorsque des blocs parlaient français, d'autres blocs parlaient portugais et les autres anglais accessoirement? Justement non, parce que cette mouvance-là n'a pas prospéré. Lui, il était dans la dynamique d'unir l'Afrique, sauf que certains de ces leaders-là qui étaient dans la même mouvance, le panafricanisme n'a pas prospéré, parce que, souvenez-vous, après cette période-là, nous migrons là vers les années 1990, où avec le mouvement de la démocratisation des peuples, les Africains pensent que l'instrument qui doit libérer l'Afrique, ce n'est plus le panafricanisme, c'est plutôt la démocratie. C'est la raison pour laquelle ils abandonnent un tant soit peu le panafricanisme pour se consacrer à la démocratie. Mais sauf que ils sont tout de suite rattrapés parce que la démocratie a montré ses limites. C'est la raison pour laquelle je suis d'accord avec Dr Evuna lorsqu'il parle du néo-panafricanisme dans les années 2010. Ça veut dire que après que la démocratie ait montré ses limites, les Africains ont compris que non, la démocratie n'était pas l'instrument qu'il fallait pour la libération de l'Afrique, mais il fallait rentrer au panafricanisme tel que pensé par les pères fondateurs. C'est-à-dire unir l'Afrique d'abord et ensuite s'externationaliser. C'est la raison pour laquelle on peut parler peut-être de plusieurs panafricanismes ou alors des panafricanismes, parce que vous voyez que de ces années-là à 2010, le panafricanisme a migré et le panafricanisme s'est présenté sous plusieurs formes. Oui. Ne faites donc pas le procès aujourd'hui. C'est pas la première erreur. Est-ce que l'islam
si on veut comparer un peu les concepts, est-ce que l'islam, est-ce que le catholicisme a changé ou migré en fonction des temps? Est-ce que justement le Coran, si on peut se prendre comme ça, est-ce qu'il a changé? Je m'interroge sur justement cette adaptation à l'ère du temps qui pourrait être néfaste justement au substrat, au construit qui devrait plutôt irriguer justement le positionnement idéologique du panafricanisme. Est-ce qu'il faut s'adapter au temps lorsqu'on est panafricain? Lorsqu'il y a un coup d'État au Mali, tout de suite dire que le leader malien est le plus beau en négligeant un peu les autres. Lorsque le capitaine Traoré fait justement ce qu'il fait de bien au Burkina Faso, est-ce qu'il faut tout de suite aller vers lui, commencer à lui chanter des louanges? Est-ce que cette façon de faire du panafricanisme aujourd'hui correspond à l'ADN des pères fondateurs? On ne peut pas dire que la manière dont se pratique le panafricanisme aujourd'hui correspond à l'ADN des pères fondateurs. Vous avez pris l'exemple du catholicisme tout à l'heure. La Bible n'a peut-être pas changé, sauf que je parle sous la responsabilité du docteur Evuna. La Bible n'a peut-être pas changé, mais les pratiques du catholicisme ont peut-être changé. Aujourd'hui, on vous parle de la culturation, ça veut dire que faire du catholicisme en fonction de la culture du lieu où on se trouve. Ça veut dire que la manière dont le catholicisme est pratiqué en Afrique n'est pas la même manière que le catholicisme est pratiqué aux Antilles. On tient compte aujourd'hui de la culture des uns et des autres. C'est la raison pour laquelle je suis de ceux qui pensent que le panafricanisme aujourd'hui, tel que pensé par les pères fondateurs, c'est d'autant plus que les problématiques n'étaient pas les mêmes. Oui. Ceux-là qui parlaient du panafricanisme, c'est-à-dire d'abord aux Antilles britanniques et aux États-Unis, avaient un problème, s'affirmer, c'est-à-dire affirmer l'identité des afro-descendants. Et à plus tard, on a signé le 13e amendement qui abolissait l'esclavage de ce côté-là. Ça veut dire qu'ils ont un tant soit peu atteint leur objectif qui était d'affirmer d'abord l'identité des afro-descendants. Mais c'est ceux d'Afrique alors. Ceux d'Afrique, c'est la raison pour laquelle je dis, ceux d'Afrique, ils avaient d'autres problématiques. Quand on parle du panafricanisme en Afrique, on voit tout de suite, c'est-à-dire le vent qui naît après la décolonisation, avec les mots ou alors les plaies qu'a laissé la décolonisation, c'est-à-dire diviser l'Afrique. L'Africain qui se dit panafricaniste veut donc réunir à nouveau l'Afrique et il ne peut plus aller sur les mêmes bases que ceux qui ont pratiqué le panafricanisme de l'autre côté. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on peut peut-être dire que le panafricanisme n'est pas pratiqué comme c'était le cas avant, mais on ne peut pas banaliser le panafricanisme qui est pratiqué aujourd'hui parce qu'il s'adapte à son temps, parce qu'il se pratique avec les réalités de l'art actuel. Permettez-moi de chuter. Aujourd'hui, les gens pensent que peut-être, j'ai suivi sur ce plateau, les gens nous parlaient du nationalisme, c'est-à-dire le panafricanisme comme une entité nationaliste. Mais sauf que certains que vous avez évoqué tout à l'heure pensent qu'il faut externationaliser le panafricanisme parce que l'Afrique ne vit pas en vase clos. Voilà. L'Afrique est toujours en constante relation avec les autres. C'est la raison pour laquelle on ne peut plus parler du panafricanisme sous le socle africain. Il faut d'abord unir peut-être l'Afrique, mais aller au contact des autres en leur proposant ce qu'on a de mieux. Voilà. Merci. Alors c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de mouvement également. Je parlais de mouvement tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est à côté de l'idéologie, c'est aussi un mouvement. Le mouvement, elle est graduelle. Après les esclavages qu'il fallait abolir, il fallait traiter la question des indépendances. C'était le deuxième objectif du panafricanisme. Maintenant que ça a été atteint, il fallait pouvoir mettre sur pied l'autodétermination et créer une fierté africaine dans la production, dans le mode de consommation, dans le modèle de gouvernance, dans le modèle de gestion des populations. Même le développement, c'est quoi? Donc toutes ces questions-là, aujourd'hui, le panafricanisme doit s'adapter non seulement à ses réalités internes, mais tenir compte également de l'externe. Mais c'est un travail qui se fait une fois de plus dans la concertation. Jean-Léon Sawono, lorsque vous observez donc le vécu, je veux que vous m'expliquiez ça bien. Je vais le faire. Justement, on va laisser cadre, s'il vous plaît. Jacques Léonce, lorsque vous écoutez le verbatim qui est fait sur le parcours du panafricanisme, sur justement les mutations qui doivent être faites, sur la nécessité d'adaptation au contexte qui est le nôtre aujourd'hui, est-ce que vous ne vous dites pas que si on entre dans ce couloir où justement
il faut muter en fonction de l'ère du temps, on risque de complètement sortir des objectifs qui étaient ceux, justement, des pères fondateurs, Kwame Nkrumah et les autres. Puisque lorsque on s'interroge, est-ce que l'Afrique est unie au sens panafricain du terme? Est-ce que, en nationalisant, en s'assumant, les pays africains n'ont pas désuni le modèle de société qui était celui des pères panafricains, qui était une Afrique plutôt unie? On a, et vous l'avez dit, des Camerounais qui sont chassés ici et là sans que aucun panafricain ne se lève et s'en émeuve. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le panafricanisme, tel que pensé par les pères fondateurs, pourrait être une utopie ou une vue de l'esprit? Stéphane, j'ai écouté tout le monde, mais sauf que j'ai été conforté dans ma posture. Celle de dire l'idée originelle du panafricanisme a été dévoyée. Presque tout le monde l'a reconnu. L'idée originelle. Mais tout le monde dit qu'il faut changer en fonction du temps. Non, mais ça c'est la reconnaissance que ça a été dévoyé. L'idée originelle a été dévoyée. Oui. Parce que lorsqu'on parle, lorsque quelqu'un, Timothée l'a dit que c'est les Africains, c'est les jeunes Africains qui portent le mieux, le flambeau actuellement du panafricanisme. Et dans nos petits États africains, la plupart de nos chefs d'État sont soit des septuagénaires, soit des nonagénaires, ou des octogénaires. Lorsque vous prenez les États de l'Afrique de l'Ouest, les États du Sahel, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, leurs présidents sont jeunes. Sont relativement jeunes. Oui, ils sont jeunes. Ibrahim Traoré, le capitaine Doumbouya, ils sont jeunes. Assimi Goïta. Voilà. Lorsque vous regardez leur façon de fonctionner, ces trois pays, en quelques 2 ou 3 ans, ont décollé. Tant sur le plan économique que sur le plan même social. Bon, décoller, c'est... Oui, Stéphane. Ça, vraiment. C'est entre guillemets. Oui. Mais on peut mettre ça entre guillemets. Mais quand même, les réalisations qu'ont pu faire ces 3 présidents en quelques années sont notables. Vraiment, il ne faut pas se le cacher. Il ne faut pas se le cacher. C'est visible, c'est notable. Par rapport à ceux qui ont été là avant eux, qui étaient soit des septuagénaires ou je ne sais pas trop, c'est notable, c'est visible. Non. Et le problème de l'Afrique aussi, c'est qu'en réalité, nous avons des chefs d'État qui continuent de se comporter comme si leur légitimité venait de la France. Nous avons des chefs d'État qui continuent de se comporter comme des sous-préfets de la France qui ne veulent pas s'assumer, dans leurs États, qui ne veulent pas s'autonomiser, qui ne veulent pas s'assumer. Vous avez parlé j'ai parlé des Camerounais qui se font chasser chaque jour en Guinée équatoriale, mais ça n'émeut personne. Notre président, le nagénaire de son État, ne se prononce pas dessus. On n'a jamais vu une sortie de notre président, dont on dit que la diplomatie est son domaine réservé, se prononcer sur cette affaire-là. Les Camerounais sont chassés chaque jour comme des malpropres. Il ne s'est jamais prononcé. Bon, on peut dire aussi quel Camerounais est chassé, puisque non, mais il y a quand même encore. Est-ce que tu ne réponds ce sont les faits. Vous n'avez pas la parole. À celui qui ne, non pas celui qui ne réagit pas. Moi, je suis Camerounais, je crois que... Non, tu parles à l'Afrique. Oui. Parle à celui qui les chasse, qui chasse d'autres Africains, et non à celui qui n'agit pas. C'est celui qui chasse qui a tort. Il n'est pas question d'avoir tort. Il faut quand même réagir en protection de ses citoyens. Ça devient du nationalisme. Qui doit protéger ses citoyens. Donc, en réalité, ce que je veux dire, c'est que si on continue d'être dans le discours, et malheureusement, le panafricanisme reste dans le discours. Lorsque vous écoutez tout le monde là, vraiment c'est des beaux discours. Dans la CEMAC. C'est des beaux discours. Pourtant, on cite 3 petits États là, qui s'affirment au quotidien. Ça peut ne pas plaire à certains, mais ces États-là s'affirment au quotidien. Et ces États-là donnent raison à certains pères fondateurs du panafricanisme. Vous avez dit Kwame Nkrumah et autres là. L'Afrique doit pouvoir parler d'une seule voix. Mais comment est-ce que l'Afrique va parler d'une seule voix si certains chefs d'État africains continuent de se comporter comme des sous-préfets? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Merci Jean-Léon. Je crois que il faut à un moment donné qu'on sorte du discours. Et le panafricanisme est né à la fin du 19e siècle.
début du 20e siècle, que 1900. De 1900 en 2025, ça fait beaucoup d'années, Stéphane. Mais on continue d'être dans le discours. Certains demandent même que ça doit s'adapter à l'aide du temps. Vraiment, il faut que si Emmanuel Macron nous dit qu'on se calme un peu, vraiment, on doit se calmer. On doit s'adapter à son bon vouloir, vraiment. Si le président américain nous demande de se calmer, on doit écouter parce que, bon, on doit s'adapter. Non! Il faut aller dans les actes. Il faut agir. Merci. Et moi, j'apprécie certains présidents africains qui agissent, qui sont dans l'action, qui ne sont plus dans le discours. Merci. Il faut en sortir. Timothée Somba, est-ce que ce n'est pas là, justement, que le panafricanisme, à ce niveau, le panafricanisme se trouve aujourd'hui dans la méthode? Est-ce que le défi n'est pas celui de la méthode? Puisque, en face, on vous dit, vous êtes trop amorphe, vous ne réagissez pas. Ailleurs, on vous dit, copiez l'exemple qui nous vient d'Afrique de l'Ouest. Là-bas, on semble plus aguerri, on semble plus réactif, on semble plus up-to-date pour affronter les défis du monde. Est-ce que ce n'est pas là, justement, le carrefour dans lequel ou sur lequel se trouve le panafricanisme aujourd'hui? Il y a un danger, un très grand danger dans une certaine lecture que je trouve un peu béate du panafricanisme, qui tend à angéliser ce qui se passe dans l'AES. L'AES peut faire quoi sans les autres? L'AES ne peut rien faire sans les voisins. Elle essaie quand même de faire d'abord. Elle fait quoi? Mais il faut quand même partir de quelque Elle part. fait quoi? Il faut quand même partir de quelque part. On a des gens qui ont perpétré des coups d'État et qui ont rompu le principe de la continuité de l'État. Mais Timothée, Je ne vous ai pas coupé. Je ne vous ai pas coupé. Vous-même, vous avez reconnu Je ne vous ai pas tout à l'heure que les Africains ont reconnu que la démocratie n'est pas bonne. Moi, je ne suis pas... Quand on parle du pan, ne confondons pas les choses. Le panafricanisme n'a rien à voir avec la démocratie. Le panafricanisme repose sur 3 piliers. Le pilier économique, libre circulation des personnes et des biens et souveraineté monétaire. Le pilier culturel, l'autodétermination, et le pilier diplomatique, la souveraineté. Les 3 piliers fondent donc la solidarité africaine. Mais il n'a jamais été question qu'on fasse tous, de uniformiser l'Afrique. Ne confondons pas panafricanisme et uniformisation de l'Afrique. L'Asie aujourd'hui qui domine. Vous avez entendu parler aujourd'hui du panasiatisme ou du panaméricanisme? Est-ce que vous avez le même problème que nous? Quel problème? L'Asie a été colonisée. Oui. Alors, mais est-ce que pour s'émanciper, ils ont fait le panasiatisme? Non. Je vous ai dit sur ce plateau que le panafricanisme de ce que vous appelez les pères fondateurs, je n'y crois pas. La preuve, ça n'a jamais été pratiqué. Même eux n'ont pas réussi à le pratiquer. L'émancipation idéologique n'a même pas besoin qu'on fasse des États-Unis d'Afrique. Si chaque pays conçoit le panafricanisme comme un moyen qui permet qu'il se développe, chaque pays l'adapte à ses réalités. On n'a pas les mêmes peuples. Vous voulez assimiler les Africains? On a beaucoup de races, de clans en Afrique. Il faut en tenir compte. Et qu'est-ce qu'on fait donc? Ce qu'on fait, c'est qu'on s'approprie les piliers du panafricanisme. Et on les implémente. Tout un siècle après? Ce n'est pas un problème. Tout un siècle Ce après. n'est pas un problème. Il faut continuer à chercher à assimiler après un siècle. C'est ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que ça prendra On toute n'a une vie. pas, ce n'est ni par la force, ni par l'agilité du corps que l'on gouverne. C'est pas la capacité à gérer les hommes, à gérer les esprits, par la capacité d'avoir du jugement, à réfléchir. Ça veut dire que les freins au panafricanisme n'ont rien à voir avec l'âge. Et c'est Cicéron qui le disait déjà à l'époque. Pour dire que ce n'est pas parce qu'on est nonagénaire ou septuagénaire. Qu'est-ce que Traoré a fait pour le panafricanisme? Construire l'autoroute Bobo Dioulasso Ouagadougou veut dire qu'on est panafricaniste? Ce n'est que ce qu'il a fait. Non, c'est un exemple que je prends. Le Niger a posé quel acte de panafricanisme? Dire qu'on ne vend plus l'uranium à la France, ça veut dire qu'on est panafricaniste? Où est la solidarité africaine dans l'acte posé par le Niger? Vous-même, vous avez reconnu que... Moi, je suis embêté. Non, Parce que moi, je vous écoute. Parce que vous vous concrétisez en même temps. Vous concrétisez en même temps. Vous avez dit que... S'il vous plaît, Jacques Léonce. Allons-y, monsieur Somba. Ou bien on vous laisse le temps de souffler. Bon, permettez-moi, moi, je suis à dire. Tant
tant qu'on ne s'entend pas sur les piliers du panafricanisme, on va continuer de s'égarer. Et les piliers, je les ai rappelés. Il est question pour chaque nation de se les approprier et de les implémenter en fonction de ses réalités. De s'affirmer. Chaque philosophie De est s'affirmer. fille de son temps. À chaque nation de Et s'affirmer. chaque... De s'affirmer. Moi, je suis... Je reviens vers vous. Moi, je suis beaucoup embêté par cette manière de... Oui, merci. Je reviens vers vous. Ouro Afrique a un Timothée et plateau. Somba, permettez que je revienne vers vous. Je reviens vers vous. Je vous donne, Jean de Dieu et Vouna, je vous donne la parole pour justement, pas pour réagir à ce qui est dit, mais pour apporter votre vision, votre lecture par rapport à ce que vous percevez comme tension sur les différentes orientations qui peuvent être Je celles crois de qu'il l'africanisme. faut prendre à la lettre ce que M. Noir venait de donner comme conscrit du panafricanisme. Il ne faut pas dire que je ne suis pas forcément d'accord avec lui, c'est un conscrit. Il est parti d'une idéologie. Et écoutez, les idéologies sont dynamiques. Acceptez les changements. Nous parlons d'un monde multipolaire aujourd'hui. Et le panafricanisme de 1900 ne peut pas être le panafricanisme avec la même dynamique avec un monde multipolaire où la géo-autonomisation des peuples domine sur les puissances qui nous ont colonisés aujourd'hui. Alors, soyons sérieux. Je pose une question Oui. pour vous accompagner. Oui. L'exemple asiatique a été pris sur ce plateau par Timothée Somba. Est-ce que, justement, ce n'est pas le modèle à copier, puisque là-bas, il n'y a pas eu de panasiatisme pour exister. Nous n'avons pour se pas... développer. Écoutez, Ils ont subi les affres de la colonisation comme nous. Ils ont subi la colonisation. Ils ont le communisme ensemble. Une idéologie commune. Ils ont le communisme aussi au Congo. Non. Aux Zaïre. Non, permettez. à Laissez que je dise que nous sommes en train de parler d'une idéologie. On ne parle pas d'un mouvement quelconque. Et le communisme est asiatique. Le panafricanisme est l'idéologie africaine. Nous l'assumons, que Timothée le veuille ou pas, nous allons continuer à l'assumer tout en restant dynamique dans l'évolution du monde. Parce que nous ne vivons pas fermés. Et je voudrais dire que le panafricanisme, quand je parlais du néo-panafricanisme en 2010, Ibrahim Traoré ne rêvait pas d'être, je ne sais même pas s'il était déjà militaire. Quand le néo-panafricanisme a pris, le vent a commencé à souffler. Avec des médias que je ne voudrais pas citer ici. Vous parlez des médias qui ont été... Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Laissez-moi vous dire. Permettez-moi de dire un mot. Oui. Vous avez, je ne vais pas dire fantasme, mais cette bulle de médias sauveurs panafricains qui eux-mêmes ont été quelquefois laissez-moi continuer mon développement. Laissez-moi continuer. Je vais vous dire une chose. Pour vendre et faire asseoir une idéologie dans la conscience collective, ça passe par les médias. Oui. Et dites-vous une chose. S'il n'y avait pas eu le chef de l'État du Cameroun, permettez que je prononce comme ça, parce que c'est lui qui est le père porteur du néo-panafricanisme. Avant que les Traoré ne montent, pourquoi? Parce qu'il fallait un autre son de cloche. Il fallait un autre son de cloche. Écoutez, je vais vous dire, je ne suis pas... Si vous ne voulez pas accepter la vérité est que c'est à partir des médias que la propagande des idéologies se met en place. Monsieur Biya. C'est Monsieur Biya qui donne la liberté d'expression des médias au Cameroun au point que vous, monsieur, avant 2010, écoutez, avant 2010, vous ne seriez pas capable de parler du panafricanisme sur un plateau. En Afrique, ça ne se parlait nulle part. C'est ici au Cameroun que le construit et le narratif panafricaniste renaît et prend de l'envol et inculqué dans la conscience africaine. Il faut accepter cela. Les actes dont vous parlez, si nous avons Euro Africa, c'est parce qu'il y a eu une politique ouverte au niveau des médias qu'on parle comme ça. Nous avons vu ici combien de fois ces médias ont été menacés d'être fermés à cause du discours et du narratif propagandiste, je dirais même populiste du panafricanisme. Et je vais vous dire une chose, toutes les idéologies ont des populistes, ont des activistes, ils ont tout ce que vous condamnez là. C'est ça qui fait vendre une idéologie, c'est ça qui fait asseoir une idéologie. Et la réussite d'une idéologie, c'est d'abord dans la conscience collective des populations. Il fallait que
1 milliard 300 millions de On peut avoir personnes. une fausse idéologie. Non, nous n'avons pas une fausse idéologie. On peut avoir un faux panafricanisme. Non, il fallait que 1 milliard 300 millions de personnes se réveillent en 2010 pour commencer à parler et à tenir un discours officiel. Aujourd'hui, un peu partout en Afrique, à partir du Cameroun, un acte souverainiste, un peu partout en Afrique, que ce soit dans tous les blocs sous-régionaux, le discours panafricaniste est reconnu qu'il est parti devant à recommencer ce que j'appelle le néo-panafricanisme à partir du Cameroun pour migrer vers d'autres blocs. Et aujourd'hui, si des actes sont posés, par exemple, au niveau de l'AES, que je reconnais que l'AES pose des actes souverainistes. Tout État qui tend vers sa souveraineté rentre dans le giron du panafricanisme, de la pensée des pères fondateurs. Et c'est ça que je loue au niveau de l'AES. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas panafricanistes. Parce que le but de l'AES, c'est la souveraineté des États et l'unité de nos États, même en termes de confédération. Et nous avons commencé par l'AES. Il faut louer cela. Merci. Timothée Somba, vous avez vos 3 minutes. J'insiste sur le fait qu'on ne doit pas amalgamer les concepts. La souveraineté ou le souverainisme n'est pas le panafricanisme. Pan veut dire ensemble. Panafricanisme repose sur une seule idée, la solidarité africaine. Et la solidarité africaine n'a rien à voir avec le populisme des coups d'État. Parce qu'on veut donner l'impression que dès que quelqu'un a fait le coup d'État et qu'il revendique la souveraineté, il est devenu panafricaniste. Là, elle s'est posé quel acte panafricain? Rien. Rien. Ils sont une solidarité de putschistes. Mais tu parles de pan, ils se sont mis ensemble. Les téléspectateurs ne suivent pas. Allez-y, Timothée. Ils ont une solidarité de suivi parce que c'est 3 putschistes. Et ils savent que pour tenir après leur putsch, il faut être solidaire à 3. Ça n'a rien à voir avec le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est faire la propagande des coups d'État. Et on doit savoir une chose, et le docteur Mbok l'a dit, on a balayé d'un revers de la main. Le panafricanisme est combattu par l'Occident. Et le panafricanisme est inhibé par un phénomène, la pauvreté. Comment est-ce que tu peux être panafricain en étant pauvre? Comment tu vas vendre les idées à une population qui est pauvre? C'est comme, voilà un apori qui émascule l'idée. Est-ce qu'il faut être riche pour vendre une idéologie? Vous allez la vendre à qui? Vendre à famille n'a point d'oreille. L'Afrique aujourd'hui a ce problème. Mais on voit plein de faux pasteurs là qui vendent des concepts fumés. Mais c'est pour ça que vous-même vous les appelez faux pasteurs. Mais qui font des résultats, Mais ils font des résultats pour eux. Est-ce qu'ils font des résultats pour les masses? Est-ce que vous sentez les masses se réveiller? Est-ce que c'est les médias, comme il dit, qui ont fait que Traoré fasse le coup d'État? Traoré s'est levé parce qu'il a décidé d'accomplir un destin personnel. Il faut donc que l'on comprenne, parce qu'on ne peut pas produire et promouvoir un panafricanisme sans promouvoir les questions de bonne gouvernance. C'est impossible. Est-ce qu'il y a, là où on revendique à dire ce panafricanisme là, en Afrique, à AES par exemple, est-ce que les questions de gouvernance sont autant prégnantes qu'elles le sont en Moi, Afrique? je ne considère pas votre AES là comme du panafricanisme. Je vous ai dit ce que c'est. Une solidarité de putsch. Comme principe du panafricanisme. Le panafricanisme repose sur la solidarité africaine qui se manifeste à divers niveaux. Maintenant, est-ce que l'Afrique aujourd'hui est panafricaniste? Non, l'Afrique ne l'a jamais été. Et c'est la raison de notre débat ce soir. Comment on fait? Je ne vends pas le panafricanisme comme panacée du développement de l'Afrique. Je vous ai dit que l'Asie est debout, il n'y a jamais eu de panasiatisme. L'Amérique est debout, les Amériques sont debout, il n'y a jamais eu de panaméricanisme. Où? Il y a plusieurs Amériques. Il y a les États-Unis d'Amérique, il y a l'Amérique du Sud, ainsi de suite. Il y a le Canada qui n'est pas avec eux. Chaque pays là-bas a pris son destin en main. Il est question de prendre le destin en main. Pourquoi? Le panafricanisme est un idéal que l'on va atteindre à long terme. On doit d'abord identifier nos menaces. Nos menaces, c'est la lutte contre l'impérialisme. Qui commence donc par quoi? Briser les symboles, réécrire et enseigner l'histoire de l'Afrique, rétablir nos grandes figures qui ont porté des idéologies, afin que nous éduquions nos enfants à l'autodétermination. Ce n'est que comme ça la Chine l'a fait.
On a parlé tout à l'heure d'un modèle. La Chine l'a fait. Tant que nous ne faisons pas ça, et que nous restons dociles vis-à-vis de l'ennemi qui, lui, ne dort pas, on ne pourra pas bâtir une Afrique solidaire. Parce que la solidarité ne se décrète pas. La solidarité est une induction de tout ce construit que l'on va bâtir dans chaque pays. On n'est pas obligé de former les États-Unis d'Afrique pour être fort. Parce qu'on peut former les États-Unis d'Afrique, on reste faible. Merci. Anissé Noir, Jean-Moïse Mbok, je viendrai vers vous plus tard. Monsieur Noir, des visions qui ne coïncident pas, des débats qui achoppent sur le fond et même sur les formes d'action. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plutôt à justement réveiller le temple avec les textes fondateurs ou alors essayer de s'arrimer à la réalité du moment qui voudrait que nous sommes dans un monde ouvert, nous sommes dans une mondialisation où malheureusement parfois nous ne jouons que le rôle du nombre. Stéphane Mbarga, je suis mal à l'aise lorsque sur ce plateau on nous vante M. Biya comme le père fondateur du Union africaine. C'est pas tout ce que vous avez retenu. Non, permettez que j'aille jusqu'au bout. Je suis celui-là qui a le moins de temps de parole sur ce plateau et à chaque fois que vous me coupez, bon, ça ne allez-y. Je crois que si le mérite du néo-panafricanisme revient à quelqu'un, c'est à M. Kadhafi, qui est décédé et qui a tout fait pour que l'Afrique soit unie. Vous savez que le premier satellite africain a été financé à 75% par M. Kadhafi, par la Libye. Excusez-moi, M. Noir. Non, permettez. Vous aimez les définitions. Je veux comprendre. Qu'est-ce que vous appelez depuis néo-panafricanisme? Le panafricanisme naît après les années d'indépendance. C'est ça qu'on appelle le néo-panafricanisme. Qu'est-ce qui le caractérise? Ce qui le caractérise, c'est qu'il veut que l'Afrique soit unie et non plus basée sur les questions identitaires, comme cela se faisait avant. C'est la raison pour laquelle... Avec quoi? Il n'est pas différent du panafricanisme de départ. On l'a compris. Allez-y. Alors, vous posiez la question tout à l'heure s'il faut continuer sur la base idéologique des pères fondateurs du panafricanisme. Je crois que cette idéologie-là a connu ses limites jusqu'ici parce que l'Afrique n'a pas su s'autonomiser. Je crois que nous sommes à des périodes nouvelles et il faut donc adapter le panafricanisme à notre temps. Il y a urgence de réforme. Urgence de réforme nécessairement. La problématique même aujourd'hui est de savoir qu'est-ce qu'on met dans le nouveau panafricanisme pour atteindre l'émergence tant souhaitée. Et qu'est-ce qu'on n'y met pas? Et qu'est-ce qu'on n'y met pas, bien évidemment. Si on met quelque chose, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on devrait rejeter. Commençons par ce qu'on pouvait rejeter. Ce qu'on devrait rejeter, normalement, c'est de ne plus voir l'Afrique comme, c'est-à-dire des personnes ou alors comme un continent qui se base essentiellement sur son identité et non sur, c'est-à-dire le continuum. Il faut rejeter cela parce que nous sommes dans un monde où les uns et les autres sont en interaction. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas nous replier sur nous-mêmes ou alors nous ne devons pas mettre en avant notre identité. Cela ne veut pas dire que nous devons nous débarrasser de notre identité. Mais ce qu'il faut le plus prioriser aujourd'hui, c'est d'abord unir l'Afrique. Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec M. Essomba lorsqu'il dit que les États de l'AES n'ont rien fait parce qu'ils se sont désolidarisés des autres et que plus tard, il nous dit que la CEDEAO, bien évidemment, et que plus tard, il nous dit que l'Afrique, le panafricanisme ne prône pas ou alors ne devrait pas prôner l'union de l'Afrique. Je crois que... Vas-y, aujourd'hui, s'il faut véritablement parler du panafricanisme, le préalable, c'est d'abord d'unir l'Afrique. Oui. Parce qu'on ne fait pas... C'est possible aujourd'hui. Oh là là, monsieur Essomba, c'est pas vous qui posez les questions. Non, c'est pas vous qui posez les questions. Est-ce que c'est possible aujourd'hui, cette union, je ne vais pas dire fantasmer, ça va faire offense au père fondateur, mais rêver par Kwame Nkrumah et sa génération. Est-ce que cette union africaine qui, malheureusement, après tout ce qu'on a décrié en ouverture de ce plateau, peine à exister, est-ce que c'est possible, même dans les symboles, lorsqu'il y a des États qui ne payent pas leurs factures? Unir l'Afrique ne veut pas dire ériger l'Union africaine ou alors promouvoir l'Union africaine. Unir l'Afrique, c'est sous le prisme
des habitudes, sous le prisme des coutumes, sous le prisme des pratiques. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler d'Afrique comme, c'est-à-dire en termes de zone ou alors en termes de serre comme on a l'habitude de le faire. Oui. On doit partir aujourd'hui de l'Afrique du Nord pour l'Afrique du Sud sans que cela soit érigé comme règle de barrière pour dire que comme je suis de l'Afrique du Nord, si je veux partir de l'Afrique du Sud, il faut des préalables pour que je parte de cela. Parce que l'Afrique doit être considérée comme un continuum. Et parce que l'Afrique est un continuum, alors les filles du Nord peuvent communiquer avec ceux du Sud sans qu'il y ait des barrières. Ce n'est qu'en ce moment-là qu'on peut véritablement et normalement se sentir ensemble et maintenant s'externaliser. Parce que si on est en bloc divisé, on ne peut pas véritablement connaître les profits de ce qu'on peut tirer de l'extérieur. Merci. Il faut véritablement et essentiellement que nous soyons unis pour que l'Afrique s'externalise. Non pas seulement le nationalisme comme outil essentiel du panafricanisme, mais il faut aller à l'encontre des autres, mais étant unis comme Africains et aller à l'encontre des autres. Merci Anissénou. Jean-Marie, Enfin. je me tourne vers vous. Alors, vous dites enfin, ça veut dire que vous avez à dire. Je préfère vous donner la parole sans vous poser des questions. Ben écoutez, quand j'écoute tout le monde, je comprends simplement que nous sommes restés sur la CEMAC et on a goûté un peu l'AES. On n'a pas regardé l'Afrique dans sa globalité. Le panafricanisme aujourd'hui, c'est de donner à chaque État de ressortir le meilleur de lui-même. Chaque État. Dans une ligne qui finit par fédérer les autres et donner l'image africaine. Je prends des exemples simples. Allez-y. Regardez l'Afrique de l'Est. Je prends deux pays. Le Kenya, l'Éthiopie. Ils ont décidé que pour eux, c'est au niveau du transport aérien qu'ils vont vendre l'Afrique. Quand vous dites Kenya Airways aujourd'hui, Ethiopian Airlines, ça fait la fierté de qui? Pourquoi vous voulez que... C'est une fierté dénuée d'intérêt. Est-ce que Ethiopian Airlines appartient à 100% à l'État non, ce n'est pas dénué d'intérêt. Écoutez bien. Est-ce que l'État éthiopien est propriétaire à 100% d'Ethiopian Airlines ou Kenya Airways par rapport à l'État kenyan? Il y a des intérêts étrangers qui peuvent être susceptibles de modifier aussi le positionnement des uns des autres. Stéphane, ne disons pas une chose de son contraire. Oui. On a dit que l'Afrique ne fonctionne pas en vase clos. On est d'accord. C'est-à-dire que nous sommes l'Afrique, dans notre identité, et nous déployons notre potentiel pour rencontrer le monde. Parce que dans la mondialisation, j'apporte, mais je prends aussi ce que vous avez. Oui, nous sommes d'accord, mais les questions de souveraineté tout de suite vont se poser. Puisque si vous dites que vous vous appelez Kamwata, lorsqu'on regarde derrière, on se rend compte qu'il y a nos frères marocains qui sont propriétaires à 70% et que vous, Camerounais, vous n'avez que 30%. Tout de suite, vous confiez un domaine de souveraineté à un pays, bien qu'il soit africain, étranger, avec tout ce que cela peut comporter. Bien qu'il soit africain. Avec tout ce que cela peut comporter. C'est qu'il faut, quand j'insiste sur la communion, sur l'échange, sur la communication même, vous allez vous rendre compte qu'il y a plus de solidarité africaine que vous n'imaginez. Le problème, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup. De l'autre côté, il ne faut pas avoir l'impression qu'un pays n'a pas besoin de l'autre pour être pleinement africain. Non, ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a des pays qui sont plus riches que les autres et qui peuvent apporter leur savoir-faire, leur capacité, leur potentiel, même leurs finances pour le mieux-être de notre pays. Sinon, on parlerait de solidarité dans quel sens? La solidarité revient au niveau soit de l'économie, soit de la technicité, soit même de la ressource humaine. Mais regardez, le Sénégal aujourd'hui est le premier pays africain, après l'Égypte, le premier pays africain, Afrique noire, à construire son usine d'armement. Pourquoi on arrive à ça? Parce que chaque pays doit ressortir le meilleur de ce qu'il a. La vision panafricaine serait donc aujourd'hui que le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon s'approvisionnent au Sénégal. Voilà comment on construit le panafricanisme. Écoutez, je prends juste des exemples, mais il faut les éprouver encore. Parce que nous, en Afrique, on a cette fâcheuse habitude de dénigrer rapidement ce que le voisin fait. Oui. C'est par là qu'il faut commencer. Il faut casser cette impression que ce que mon frère africain fait n'est pas bien. Dès qu'on dit que ça vient de l'Europe ou de l'Asie, forcément, c'est le meilleur. Le panafricanisme, on vous dit que c'est une idéologie, c'est une idée qui donne de valoriser d'abord son frère.
valoriser sa sœur. C'est pour ça que j'ai parlé de rencontre des peuples, où les hommes et les femmes doivent se respecter et se valoriser. Deuxièmement, on monte d'un cran. Nos intelligences, nos savoir-faire, nos ressources doivent se déployer en Afrique et influencer le monde. Je prends le cas de Dangote. On a résisté au Nigeria avec son affaire de pétrole et tout, mais aujourd'hui, c'est la plus grande raffinerie de transformation de pétrole brut en Afrique. Mais ça sert à qui? Ça sert au Sénégal, ça sert au Cameroun, ça sert à plusieurs pays africains et au Nigeria en priorité. Et c'était une honte que le Nigeria, qui est l'un des plus grands producteurs de pétrole africain, est obligé d'aller transformer ailleurs. C'est ça le panafricanisme. Je dis donc que pour qu'on se réconcilie ici, il faudrait qu'on considère chaque État dans son individualité, mais qui le met au service des autres. Je prends le cas de la Tanzanie. Ils ont mis l'accent sur le tourisme. San Pedro en Côte d'Ivoire, ils ont mis l'accent sur le tourisme. Quand vous allez dans ces zones-là, vous croyez, entre guillemets, en Occident. Pourquoi? Parce qu'ils ont réfléchi pour attirer les Africains sur ces zones-là. Mais une fois de plus, je docteur, on ne communique pas assez sur nos valeurs, sur nos qualités, sur nos potentiels. Et on se retrouve donc à biaiser le panafricanisme. Ne cherchons pas toujours des concepts qui sont extravagants, extraordinaires. Commençons par le simple et développons progressivement. Au niveau du textile, les pays d'Afrique de l'Ouest, et notamment le Burkina Faso, le Bénin, c'est des pays qui développent une capacité puissante dans le textile. On a le coton chez nous ici. Pourquoi ne pas faire une joint venture? De manière à ce que ce que nous produisons ici puisse également relever l'industrie africaine. C'est ça le problème du panafricanisme aujourd'hui. C'est qu'on veut essayer de rendre les choses hyper scientifiques, pourtant elles sont extrêmement simples. Et c'est là que moi je salue l'Afrique de l'Ouest, je salue l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe. Toutes les autres Afriques sont en train de se développer graduellement en tenant compte du potentiel des autres. Nous, en Afrique centrale, c'est nous les grands bavards, c'est nous les grands causeurs, c'est nous qui critiquons tout, qui mettons tout en cause, qui estimons que les autres ne font rien. Pourtant, tous les autres pays avancent. Et c'est là qu'il faut se poser la question, est-ce qu'il n'est pas temps de s'asseoir un peu, nous de l'Afrique centrale, et d'écouter un peu les autres? Écouter seulement, prendre leurs idées. Voilà quelqu'un d'honnête sur le plateau qui nous rappelle que c'est Kadhafi quand même qui a boosté cette envie générale de faire des choses. Pas seul. Attendez. Kadhafi, Mais je vous rappelle que tout le monde parlait au... c'était couplé. Si je vous rappelle, c'est ne le dis pas. Ce ne sera pas bien, c'est pas honnête. Kadhafi, quand il a commencé sa logique du panafricanisme, a commencé avec M. Biya. Ils ont échangé pour la banque. Les institutions, oui. Pas seulement. Je laisse ce côté. Pourquoi le laisser? Je vais sur le côté pratique. Laissez-moi terminer. S'il vous plaît, monsieur Mbokwa chuter. Il reste très peu de C'est pas temps. vous qui posez des questions. Sur le côté pratique, qu'est-ce que Kadhafi a fait? La question du carburant était un problème général en Afrique. Oui. Il crée Oil Libya. Oui. Quand il met Oil Libya, c'est dans pratiquement tous les pays en Afrique. Oui. Stéphane, c'est ça le panafricanisme. Et il y a du pétrole à revendre en Libye. On le rapproche donc des autres. Bon, si vous voulez, mais vous croyez que c'est quoi aujourd'hui? Il n'y a pas ce n'est pas la philanthropie. Ce que les Occidentaux font chez nous là, c'est quoi? C'est l'investissement. Mais il est allé au Burkina Faso, Stéphane, le Ouaga 2000. Pour ceux qui connaissent le Burkina Faso, Ouaga 2000 a connu pratiquement 60% d'investissement libyen. C'était carrément le nouveau centre-ville du Burkina Faso, construit par Kadhafi, avec des grandes salles de conférence, un hôtel 5 étoiles. Ça, c'est le panafricanisme moderne, j'ai envie de dire. Parce que, comme quelqu'un a peur des mots, moi, je n'ai pas peur des mots. C'est l'investissement. C'est votre savoir que vous mettez à disposition des autres, mais à moindre coût. De manière à ce que ce soit quand même accessible à tout le monde, pas comme vous le vendrez à l'étranger. Le panafricanisme avance. Le panafricanisme est une réalité en Afrique. Beaucoup de blocs l'ont compris. À la CEMAC de le comprendre. À la CEMAC de le comprendre, il nous reste 5 minutes qui vous seront reparties à vous tous. 1 minute chacun, puisque véritablement la problématique semble ne pas être assez explicitée. On pourrait y revenir lors de nos prochaines éditions. Mais Jacques Léonce, en 1 minute, comment est-ce qu'on regarde le monde lorsque véritablement l'Union des Afriques peine à être véritablement visible? Stéphane, pour parler de l'Union de l'Afrique ou l'Union africaine, il faut d'abord commencer par s'affranchir
s'affirmer. Voilà pourquoi moi j'estime que le premier combat du panafricanisme, c'est l'impérialisme, le néocolonialisme. Mais si ceux qui essayent de s'affirmer en tant qu'État, comme les États de l'AES, on nous fait savoir ici qu'ils n'ont rien pu faire, que vraiment c'est inutile. Ce qu'ils ont fait là, c'est juste quelques putschistes qui se sont mis ensemble et puis pour essayer de céder. Non! Tu vois que pour aller vers l'Union, il faut d'abord s'affranchir, s'affirmer en tant qu'État africain. Et ils ont pu s'affirmer lorsque vous voyez comment ça fonctionne chez eux. Merci. C'est ça qu'il faut commencer par, c'est le préalable. On ne peut pas être unis si on n'est même pas soi-même sûr qu'on est affranchi, on est affirmé en tant qu'État. Merci Jacques. On commence par là. Timothée Somba, en 1 minute, la réalisation me fait désormais de grands signes. C'est un rêve funeste de penser à des concepts tels que l'identité africaine. Il ne peut pas avoir d'identité africaine. Il y a des identités africaines. Vous allez faire comment avec l'Afrique du Nord? Ils ont une identité qui est la leur. Maintenant, il faut conjuguer tout ça. Et on conjugue tout ça comment? Posons une première question. Pourquoi le panafricanisme n'a jamais été pratiqué? Pourquoi ça a échoué? Parce qu'on n'a pas commencé le panafricanisme là où il fallait commencer, c'est-à-dire le nationalisme. Merci. Tant qu'on n'applique pas le nationalisme, est l'indispensable préalable au panafricanisme. Parce que si on va dans cette affaire de panafricanisme, sans avoir un socle interne, on ne s'en sort pas. C'est justement... Le débat est achevé. Monsieur Noir, c'est ça qu'ils ont fait. C'est ça qu'ils ont fait. C'est ça qu'ils ont fait. Je n'avais pas compris. Anissé Noir, vous avez 1 minute. On est en train de sortir. Le préalable, c'est d'unir l'Afrique. Mais il faut que dans la construction ou alors dans le construit du panafricanisme, il faut qu'on fasse l'autopsie de ce qui n'a pas marché. Parce qu'on ne peut plus faire comme cela se faisait avant. On parle là des décennies. On parle là même des siècles. On n'a pas pu avancer véritablement. Donc il faut véritablement s'asseoir et revoir ce qui n'a pas véritablement marché et aller sur les nouvelles bases. Et moi, je ne peux pas penser que le panafricanisme doit se nationaliser ou alors on doit mettre le nationalisme en avant. Parce que l'Afrique ou alors le Cameroun ne vit pas en vase clos. Il faut aller à la rencontre des autres. C'est la raison pour laquelle il faut nationaliser le panafricanisme. Oui, si le but final est de permettre aux Africains d'avoir le développement, une vie décente, une bonne éducation, une bonne santé, bref, tout ce que nous mettons dans le développement, il est donc urgent d'identifier les potentiels et les capacités des uns et des autres. Moi, je pense que le nationalisme va aider, de manière à ce que quand on se rencontre, c'est avec le potentiel qu'on se met ensemble pour pouvoir être utile à l'autre, conjugué. Parce que, regardez par exemple le Congo ou le Niger, qui a des terres rares et des matières premières particulières. Si on a des pays africains comme le Rwanda, qui a commencé à travailler, à pouvoir les transformer, le partenariat va être plus intéressant que si on vient seulement se mettre là pour dire qu'on danse, on saute, on rit. L'Afrique a tout ce qu'il faut. Il faut simplement qu'on soit humble, simple, frère, pour se mettre ensemble, se parler, qu'on se complète. Merci pour la minute. Jean-Joseph, 1 minute. La réalisation me fait des signes désormais. Le nationalisme, oui, qui pourra guérir les plaies internes dans chaque État-nation. Exact. Parce qu'il y a des plaies béantes. Mais aussi, il faut regarder les institutions dont Kadhafi et Biya ont construit. C'est une nouvelle institution. Ouais, avec ton Biya. Il faut seulement que Biya... Non, c'est ça. Les institutions sont là. Et je crois qu'après Kadhafi, ces institutions continuent à être menées. Nous avons jusqu'à aujourd'hui ce projet de banque centrale et autres qui sont menés, les études sont menées et les sièges, l'un des sièges est ailleurs. Si nous ne le disons pas ici, ça veut dire que nous voulons parler de l'Afrique de l'Est, de l'Ouest, on va parler de l'Afrique centrale, c'est la base de l'institution. Avec cette vision, on vous a compris. On va vous dire merci. Merci à vous. Merci, cher monsieur, d'avoir été présent. Justement pour évoquer ces questions de panafricanisme. Nous sommes toujours divisés. La vérité n'est pas faite. Ce soir, on va dire qu'on va rester attentif à ce qui se déroule et on va revenir dans nos prochaines éditions pour toujours explorer le concept. Est-ce qu'il faut avoir des craintes que justement il y ait des loups en la bergerie du panafricanisme? C'est la question à se poser. Bien le bonsoir.
Canada.